de me féliciter, de vous féliciter, et de féliciter en votre nom Didier Mandelli, qui appartient à notre commission depuis 2014 et qui a été élu vice-président du Sénat. Donc on a un vice-président au sein de notre commission. C'est une bonne chose. Mes chers collègues, nous nous retrouvons ce matin pour une séquence en deux temps. Séquence dédiée à la COP16 biodiversité qui aura lieu à Cali en Colombie du 21 octobre au 1er novembre prochain. Le Fonds mondial pour la nature l'a encore rappelé dans son rapport Planète vivante 2024, paru la semaine dernière, le déclin de la biodiversité au cours de ces 50 dernières années est sans précédent. La taille moyenne des populations de vertébrés sauvages aurait décliné de 73% entre 1970 et 2020. La Terre est devenue un système en péril, selon les auteurs de ce rapport, avec des écosystèmes fragilisés qui se rapprochent de points de basculement irréversibles, avec des conséquences massives pour l'humanité et des activités humaines difficiles à concevoir. Les causes de cette perte de biodiversité sont désormais bien identifiées au regard de l'évolution des savoirs scientifiques relatifs aux dynamiques des espèces et des milieux. L'IPBES, l'équivalent du GIEC de la biodiversité, recense 5 causes majeures de l'érosion de la biodiversité. Les changements d'usage des terres, la surexploitation des ressources et la déforestation, le changement climatique, la pollution des eaux, des sols et de l'air, et les espèces exotiques envahissantes. Afin de lutter efficacement contre l'érosion de la biodiversité, un cadre international a été instauré, la Convention sur la diversité biologique, traité international juridiquement contraignant adopté en 1992. Les COP biodiversité organisées tous les 2 ans en sont l'organe directeur et constituent les temps forts de l'élaboration d'un cadre mondial de coordination de l'action et des financements. Elles permettent notamment d'examiner les progrès accomplis, d'établir des priorités et de décider de plans de travail. Fin 2022, la COP 15 avait conduit à la signature de l'accord de Kunming-Montréal qui fixe un nouveau cadre mondial en faveur de la biodiversité, remplaçant les précédents objectifs d'Aichi, dont aucun n'avait été atteint. Il prévoit l'atteinte en 2030 de 23 cibles mondiales définies pour parvenir à un mode de vie en harmonie avec la nature. Une délégation de la commission composée de Guillaume Chevrollier, de Denis Saint-Pé et de Jean-Michel Houllegatte s'était d'ailleurs rendue au Canada dans le cadre de cette conférence. Le rapport d'information de notre collègue Guillaume Chevrollier avait salué ce cadre mondial ambitieux en faveur de la biodiversité, tout en alertant sur ses limites, de la robustesse du suivi et des mécanismes de correction des trajectoires en matière de biodiversité dépendra l'atteinte réelle des objectifs afin d'éviter le syndrome des accords de papier et des ambitions qui restent lettres mortes. 2 ans plus tard, il convient d'assurer la mise en œuvre concrète et opérationnelle du nouveau cadre mondial de la biodiversité en tirant un premier bilan de la situation et des stratégies nationales élaborées par les États. Aujourd'hui, il faut poursuivre les réflexions et les négociations concernant le cadre de financement pour assurer la mise en œuvre de mesures adéquates de protection de la biodiversité. La répartition de ces financements entre pays du Nord et pays du Sud constituera aussi une question épineuse et complexe à laquelle les négociateurs de la COP16 devront apporter des réponses. Le groupe de suivi relatif aux négociations et aux enjeux internationaux en matière de développement durable, présidé par Ronan Dantec, a abordé la semaine dernière cette question spécifique en entendant l'Agence française de développement. Pour aborder ces enjeux, nous accueillons aujourd'hui Sylvie Lemay, ambassadrice déléguée à l'environnement, et Sylvie Goulard, présidente du groupe consultatif international sur les crédits pour la biodiversité. Une initiative mondiale visant à débloquer des flux financiers pour la biodiversité grâce au développement des marchés de crédit. Avant de laisser la parole au commissaire pour la traditionnelle série de questions et de réponses, j'aimerais tout d'abord vous interroger sur la lecture que vous faites des enjeux de la COP16 biodiversité qui s'ouvrira dans quelques jours. Quels seront, selon vous, les principaux points de divergence que devront surmonter les négociateurs de cette conférence? Comment la France et l'Union européenne se positionnent-elles en amont des négociations de la COP16?
quelles stratégies et priorités vont être poursuivies par les États européens et quelles sont les implications diplomatiques de l'organisation de la COP en Amérique latine. Je cède maintenant sans plus attendre la parole à Ronan Dantec en sa qualité de président du groupe de suivi relatif aux négociations et aux enjeux internationaux en matière de développement durable. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames. Je pense que là, nous avons les deux principales interlocutrices qui vont porter les ambitions de la France avec Madame la Ministre qui doit arriver la dernière semaine aussi à Cali. Je crois que, Monsieur le Président, vous avez parfaitement fixé le cadre. Je crois que cette COP, évidemment, est une COP qu'on qualifie plutôt d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'après le rendez-vous de Montréal et la dynamique de Montréal, avec des objectifs ambitieux comme le moins 30% en 2030, ce sont les COP un peu fastidieuses dont je suis un habitué comme nos invités du jour. Mais pour compléter vos propos, on est quand même sur un contexte qui n'est pas celui de Montréal. On sent bien que depuis 2 ans, la dynamique est un peu retombée. Elle est à la fois retombée dans les pays occidentaux et en premier lieu en Europe, où on voit bien qu'aussi un certain nombre de groupes économiques aujourd'hui sont beaucoup moins allants sur les questions de biodiversité. On a vu évidemment la crise agricole, on voit comment aussi les industries chimiques sont aujourd'hui sur le frein à main sans être caricatural, que donc on a des remises en cause de l'effort à fournir. On a ces remises en cause aussi sur les pays en développement et on en a quand même un indicateur et évidemment il nous faudra vous entendre là-dessus sur le faible nombre de stratégies nationales de biodiversité qui ont été posées sur la table, qui sont quand même un des socles obligatoirement de cette négociation internationale et avec des interlocuteurs notamment africains, qui aujourd'hui ont quand même un discours qui est notre développement d'abord, et qu'effectivement, on sent là aussi des résistants. Donc on a une COP qui est certainement dans un contexte plus compliqué, et évidemment, à partir de là, et c'était quand même la négociation finale de Montréal, c'est toujours la question effort pour la biodiversité versus les financements pour accompagner l'effort sur la biodiversité. Et là, évidemment, on n'y est pas. Il y a eu des engagements de prix. Il y a eu aussi des prudences. Et moi, je veux vraiment saluer la position de Christophe Béchu lors de la COP à Montréal, qui a eu le courage de marquer le scepticisme sur la création d'un nouveau fonds. Il a été un petit peu maltraité, entre guillemets, par des ONG qui voyaient finalement le refus du Nord de soutenir le Sud, alors que ce n'était pas sa position. Sa position était fondamentalement sur l'efficience des financements. Donc, c'est l'occasion de le souligner, même si sa position n'a pas obligatoirement été comprise à l'époque. Mais donc, cette question des financements est fondamentalement sur la table. Pour donc profiter de cette audition pour faire un peu un point des auditions de la Commission, c'est l'occasion de dire que l'AFD, qui s'est engagé à mettre environ 1 milliard d'euros par an sur la table sur la question de biodiversité, et à la hauteur de son engagement par rapport aux calculs qu'ils nous ont présentés. On a le document à votre disposition si vous le souhaitez, mais ce n'est pas le cas au niveau international. D'où la question spécifique, évidemment, pour Sylvie Goulard, à travers le groupe de réflexion qu'elle anime. Qu'est-ce que ce groupe apporte dans cette question complexe du financement? Est-ce qu'à travers des certificats spécifiques, on peut trouver des flux de financement à la hauteur des enjeux, ou est-ce qu'on va rester sur quelque chose qui restera peu significatif par rapport aux besoins qui se chiffrent en dizaines et en centaines de milliards? Je pose la question de manière brutale, mais mes interlocutrices me connaissent. Et surtout, est-ce que, et là la question est aussi très directe, est-ce que ces certificats de biodiversité vont rencontrer la finance carbone qui est beaucoup plus conséquente, même si elle est aussi mise en question aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut garder des flux différents, y compris parce que un certain nombre de pays anglo-saxons, en premier lieu l'Amérique, si Trump gagne, ne veulent absolument pas mélanger biodiversité et climat. Donc c'est aussi ces questions qui sont sur la table. Donc nous allons écouter avec beaucoup d'attention, évidemment, les réponses de nos invités du jour. Bien, eh bien, je vais vous donner la parole. Je vais donner la parole à Sylvie Lemay.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, bonjour et merci pour l'invitation. Comme le disait le sénateur Dantec, effectivement, la mobilisation globale du monde en faveur de la biodiversité, qui a quand même connu une sorte d'apogée à Montréal, moi j'observe qu'elle est un peu retombée. Et donc ça fait plaisir de voir que notre Sénat français, en tout cas, continue de s'y intéresser. Je pense néanmoins que le fait que cette COP soit à Cali, en Colombie, dans un pays qui est méga divers et qui non seulement est méga divers, mais respecte sa propre biodiversité en ayant déjà protégé 30% de son territoire, ce qui est, comme vous le savez, un des objectifs de l'accord Kunming-Montréal, est en fait aussi très mobilisateur pour la société civile, je pense pour les journalistes et pour le monde entier. C'est, je pense, le bon pays pour poursuivre cette mobilisation. Et je crois que le gouvernement colombien est vraiment attaché à faire, au-delà de la négociation même des objets de la COP, aussi un lieu de mobilisation. Alors vous m'interrogiez sur les enjeux. Je pense qu'il y a effectivement plusieurs enjeux différents à Cali. Le premier, c'est celui que je viens d'évoquer, c'est de poursuivre la mobilisation sur la biodiversité de façon générale dans le monde. Je crois que les petits pas en arrière que nous observons ici et là ne sont pas d'ailleurs juste sur la biodiversité. Je pense que c'est le sujet de l'environnement qui est aujourd'hui un peu mis à mal et que la biodiversité ne fait pas exception de ce point de vue-là. Donc ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, pour les Colombiens, c'est de faire une COP de l'Amérique latine. Et donc d'apporter les sujets de l'Amérique latine au cœur de la COP, et en particulier les sujets de la Colombie, qui sont des sujets, comme vous le savez, d'un pays qui est encore en guerre intérieure, qui ne maîtrise pas l'ensemble de son propre territoire et qui veut du coup faire la paix, aussi bien en interne que la paix avec la nature et la paix entre les peuples. Et ça fait partie des choses que porte la ministre de l'Environnement et l'ensemble d'ailleurs du gouvernement colombien. Et ça explique un certain nombre de déclarations supplémentaires et d'initiatives supplémentaires, dont des initiatives sur les peuples indigènes et collectivités locales, etc., dont je pense on entendra beaucoup parler, parce que pour eux, c'est le lieu où peut-être mieux expliquer peut-être qu'ailleurs à quel point les communautés indigènes dans cette partie du monde, amazonienne en tout cas, et certainement ailleurs, en fait jouent un grand rôle dans la conservation de la biodiversité ou dans son usage durable. Et puis évidemment, le troisième enjeu, c'est les négociations elles-mêmes, avec trois sujets qui sont sur la table, dont je pense vous avoir déjà parlé, donc je ne veux pas passer trop de temps à me répéter. Mais en tout cas, le premier sujet qui est de définir ou de finir de définir ce qu'on a appelé le cadre de mise en œuvre, c'est-à-dire des indicateurs spécifiques, primaires, secondaires, etc., sur l'ensemble des 23 cibles. Je vous signale que c'est une nouveauté parce qu'à Nagoya, il n'y avait pas Aichi n'avait pas d'indicateur associé. La deuxième chose, c'est évidemment une décision sur la finance. Et le troisième point, c'est une décision sur les informations génétiques tirées de la nature qui sont séquencées numériquement, avec un point assez important ici par rapport à nos entreprises. Donc, voilà les trois grands enjeux. Si je continue, si vous voulez, sur la façon dont l'Europe va aborder ces enjeux-là, il est évident que la mise en œuvre d'un cadre qui va permettre ensuite de vérifier ou d'accompagner la mise en œuvre du Kunming-Montréal est une priorité pour l'Union européenne, parce que si on ne mesure rien, on ne saura pas où on en est. Donc avoir un cadre robuste est évidemment une priorité. C'est un sujet qui ne devrait pas, en théorie, si les négociations se passaient bien, présenter trop de difficultés, parce que c'est un sujet qui est relativement technique, même si on sait bien que les chiffres ne sont jamais que techniques. Le deuxième sujet, c'est au fond comment les entreprises peuvent contribuer à payer quelque chose, je vais le présenter comme ça pour l'instant, lorsqu'elles utilisent des informations qui sont du génome du vivant
et qui n'est pas directement traçable. Le protocole de Nagoya permettait, lorsque les pays lorsqu'une entreprise allait dans un pays prendre une plante X et en tirer à travers ces substances spécifiques un médicament Y pour lequel il se faisait beaucoup d'argent, le protocole de Nagoya prévoyait que le pays devait être compensé en partie par l'entreprise. Désormais, toutes ces informations sont dans le cloud, elles ne sont plus vraiment traçables, donc on ne sait plus d'où sortent les petits bouts de génome qui sont utilisés ensuite pour leurs propriétés par les entreprises pour faire un produit, qui pharmaceutique, qui de cosmétique ou même alimentaire. Et donc les pays ont dit tout cela n'est pas très juste et il faut trouver une nouvelle façon de faire. Donc c'est ça qu'on est en train de négocier, ça dure depuis 2 ans, c'est horriblement compliqué pour être très très franche. On a du mal à savoir par quel tuyau on va arriver à faire en sorte que cela puisse rapporter suffisamment d'argent quand même au pays pour ne pas mettre en place quelque chose de trop complexe et en même temps qu'il n'y ait pas des différences de concurrence entre les entreprises. Donc la position française et européenne, c'est d'essayer de faire en sorte qu'à la sortie, nous n'ayons pas un système qui impacte trop les entreprises européennes par rapport au reste du monde, c'est-à-dire s'assurer que toutes les entreprises seront traitées à la même enseigne. Or, vous savez que les États-Unis ne font pas partie de la Convention pour la biodiversité biologique. Donc, on est dans un sujet qui est en réalité très, très délicat. Voilà. Et le deuxième et le troisième sujet, c'est effectivement le sujet des financements. Alors, je vais faire peut-être un petit rappel sur ce sujet des financements, parce que j'ai entendu le sénateur Dantec, qui sait être effectivement provocateur, dire on en est loin. En réalité, on n'en sait rien, parce qu'on a adopté ce cadre il y a 2 ans, et donc la seule chose qu'on peut vraiment tracer, ce sont les flux financiers d'il y a au mieux 1 an. Mais on n'est pas capable de complètement tracer ceux de 2025. Et même en réalité, on peut tracer ceux d'il y a 2 ans. À la COP 15, ce qui a été accordé, ce qui est écrit noir sur blanc, c'est que les pays, en 2030, mobiliseront tous ensemble, privés, publics, nord, sud, 200 milliards de dollars. Parce qu'on a estimé globalement qu'aujourd'hui, on en mobilisait 100 et qu'il fallait doubler. C'est honnêtement un peu du doigt mouillé, mais ce n'est pas plus du doigt mouillé que les 100 milliards sur le climat, etc. Et à l'intérieur de ça, on a dit les flux qui devaient aller vers les pays en développement, dont des flux qui viennent des pays développés, mais ça peut aussi être entre pays en développement, devront représenter 20 milliards en 2025 et 30 milliards en 2030, contre 10 milliards en 2020. Donc en fait, on avait un doublement en 5 ans. Okay, alors qu'on était déjà 2 ans d'ailleurs à l'intérieur de l'exercice, si je puis dire. Et là, moi, je pense qu'au contraire, il faut vraiment... comment dire je pense que ce qu'on entendra effectivement à Cali, c'est que le compte n'y est pas, il n'y a pas assez d'argent, etc., etc. Peut-être de façon générale, par rapport aux engagements qui ont été pris. Moi, sur les aspects, en tout cas des flux vers le sud, les engagements, pour ma part, sont tenus. Pourquoi ? Pour 2 raisons. D'une part, l'OCDE a sorti un rapport, je crois qu'il y a 3 semaines ou quelque chose comme ça, qui montre l'évolution des flux sur la biodiversité vers les pays du Sud et qui montre qu'on en est aujourd'hui à peu près à 15 milliards. Donc on est tout à fait sur une trend qui nous permettra d'atteindre les 20 milliards en 2025. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de raison de faire un procès d'intention en disant que ça ne sera pas tenu. Moi, je vois que ça l'est, et en particulier parce que les grandes banques de développement s'y mettent, ce qui est quand même ce qui était l'attente à la COP 15. Et la France, en tout cas pour sa part, a vraiment fait sa part du chemin, puisque l'AFD devait doubler ses financements entre 2020 et 2025 consacrés à la biodiversité, et elle a doublé ses financements cette année, donc en plus en avance. Alors, les choses, comme vous le savez, dans tout budget peuvent éventuellement évoluer, mais en tout cas, la France a été au rendez-vous et la finance internationale, pour l'instant, est au rendez-vous. Ça ne veut pas dire qu'elle le sera pour toujours, mais à ce stade, il faut vraiment...
pardon de le redire, mais il faut se garder d'un discours qui serait défaitiste et optimiste. L'important, c'est tout de même que les pays, en gros, tiennent les engagements qu'ils ont pris. Donc ça, ce sont les 3 points. Évidemment, le sénateur Dantec l'a rappelé, il y a aussi un sujet de fond, au sens dans quelle poche de financement tout cela devra aller. À la COP 15, et grâce au ministre Béchu, nous avions tenu bon pour ne pas avoir un fonds en dehors de la famille du GEF. C'était la position européenne, la position française, etc. Mais nous avons quand même eu la création d'un fonds dans le GEF, qui est une cote mal taillée, mais qu'il faut parfois accepter lorsque l'on fait des négociations. Or, aujourd'hui, les pays reviennent en disant non, non, ça ne nous suffit pas, et donc il faut un vrai fonds en dehors du GEF. Donc, un des sujets, ça va être, est-ce qu'on crée en plus un fonds en dehors du GEF? Vous imaginez évidemment la position française, je n'ai pas besoin de vous la donner, qui est tout à fait opposée à cela. Les Européens aussi, mais il y a une dimension à la fois symbolique et politique dans lequel, je ne sais pas si c'est le lieu de rentrer, mais en tout cas qui est très importante. Il y a par ailleurs un discours assez général de la Colombie et d'autres pays sur le thème, de toute façon, il faut beaucoup plus d'argent pour la biodiversité. Je ne déflore pas le sujet de Sylvie Goulard, et il faut trouver d'autres types d'instruments. Et cela, je pense qu'on peut tous considérer que c'est une très bonne idée. Et la preuve, sinon la France n'aurait pas lancé ce panel. Il y a plein d'autres choses. Les Brésiliens ont des propositions. La Colombie insiste sur le sujet de la transformation des dettes pour la nature, etc., etc. Donc on aura, je pense, une COP qui sera très centrée sur la finance, de mon goût un tout petit peu trop, parce qu'il n'y aurait pas forcément lieu que ça le soit autant, mais en tout cas, c'est sûr que ce sera un sujet très important. Et puis peut-être dernier point, moi je voudrais dire que la COP, et j'aurais dû le dire dès le départ, théoriquement, c'est effectivement ce qu'on appelle la COP de la mise en œuvre, c'est-à-dire que tous les pays étaient censés faire leur NBSAP, c'est-à-dire leur plan national biodiversité, avant cette COP. Aujourd'hui, on en a quand même plus que ce qu'on craignait il y a encore quelques temps. Je vais essayer de vous trouver les derniers chiffres. On a 25 pays qui ont fait leur NBSAPS, c'est déjà pas si mal. Et surtout, les pays pouvaient, s'ils n'avaient pas le temps de faire un plan national biodiversité, dont vous savez qu'il prend du temps à construire, pouvaient simplement présenter leur cible nationale sur les 23 objectifs. Et là, on a 83 pays qui l'ont fait. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. On est pratiquement à la moitié du monde qui a quand même fait des choses. Et je pense qu'un certain nombre de ministres attendent Cali pour présenter leur cible ou leur plan. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Merci, monsieur. Merci. Je vais donner la parole à Mme Goulard. Ah, tout de suite. Okay. Je pensais qu'il y avait des questions. Non, on fait les deux. Okay. Non, je vais vous donner la parole pour un propos liminaire. Et puis après, j'ouvrirai le débat et les questions de mes collègues. D'accord, merci Monsieur le Président. Bon, d'abord, en tant qu'ancienne élue, je suis très contente de pouvoir venir devant le Sénat et expliquer, interroger, écouter surtout ce que vous avez à dire sur ce sujet-là. Ça me paraît extrêmement important. Donc la mission dont j'ai eu la charge a été lancée par le Président de la République et par les autorités britanniques en juin 2023 lors du sommet pour un nouveau financement. Le Président a très bien rappelé la gravité de la situation. Je crois que c'est vraiment important, indépendamment de tout ce qu'on peut penser politiquement, etc., de se dire que nous sommes confrontés à une extinction de masse du vivant qui nous concerne déjà et qui va encore plus concerner nos enfants et qui a déjà un impact en matière de qualité des eaux, de production agricole, etc. Donc après, on peut diverger sur beaucoup de choses, mais le constat scientifique est absolument imparable. Donc nous nous inscrivons, Madame Lemay l'a très bien rappelé, dans ce cadre de Montréal-Kunming, dont la cible numéro 19 était d'encourager un financement potentiellement privé, et je vais y venir. Alors vraiment rapidement, et vous me pardonnerez si je galope, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc quel est le processus? C'est un groupe de travail qui est soutenu par 2 États particulièrement, mais indépendants des États. Donc ces 2 États sont le Royaume-Uni et la France. On avait un panel de 25 membres du monde entier, vraiment avec une grande diversité qui allait de représentants des peuples autochtones à de la finance. Pour la France, j'avais veillé à ce qu'il y ait à la fois BNPP, AXA et Mirova, pour qu'on ait à la fois banque, assurance et asset manager, enfin gestionnaire d'actifs. Excusez-moi, parce que tout ça, et on vient à peine de le traduire en français, on a travaillé en anglais depuis 15 mois.
Donc des groupes de travail qui allaient au-delà des 25 membres, qui portaient sur une question importante sur laquelle je reviendrai, qui est la mesure des éventuels gains en matière de biodiversité. Quel est le type de demande venant des entreprises? Quelle est l'offre en termes de projets locaux? Comment on peut inclure les populations locales qui peuvent être, et j'ai beaucoup insisté là-dessus avec ma co-chair Dame Amelia Fawcett, à la fois des peuples autochtones dans les pays du Sud, mais aussi nos propres populations, nos agriculteurs, les personnes qui sont à même d'avoir une action positive ou parfois négative, mais là, on va être dans le positif. Et puis, quelle doit être la gouvernance, donc l'organisation. Partenaires de la connaissance, ça fait un peu bizarre en français, c'est les knowledge partners. C'est à la fois des scientifiques au sens occidental du terme, comme Robert Calcagno, qui préside l'Institut océanographique de Monaco, ou Ximedia Rueda, qui est une des vice-présidentes de l'IPBES que vous avez cité. On a eu à cœur, tout ce que nous avons écrit a été relu par des scientifiques et par des représentants des connaissances des peuples autochtones. Parce que là aussi, il y a ce fossé entre la vision des Occidentaux et la vision du Sud. Un réseau qu'on a bâti petit à petit de plus de 500 membres. On est parti de rien en juin 23. Donc, nous avons donc un résultat. Je suis extrêmement contente au nom du panel que nous soyons arrivés à un consensus. Après, ce n'est que le début de l'histoire et on est extrêmement modeste parce que, comme disent les Anglais, la preuve du gâteau, c'est quand on le mange. Et donc, on verra si effectivement la finance privée est d'accord. Mais on a eu un bon écho et, par exemple, Ursula von der Leyen a fait un grand discours sur les crédits biodiversité il y a 15 jours, qui est encourageant parce qu'on avait beaucoup travaillé avec l'Union européenne, qui est un acteur important, comme l'a rappelé Madame Lemay. Alors, qu'est-ce qu'on va présenter à Cali? D'abord, un cadre, framework en anglais, avec un certain nombre de principes, parce que notre travail a consisté à créer un cadre de marché. Encore une fois, ça c'est un des messages importants. Il ne s'agit pas d'autoriser la finance privée à commercialiser la nature de manière débridée. C'était extrêmement clair, c'est ce qui est ressorti des consultations que nous avons organisées, où nous avons eu des dizaines, voire des centaines de réponses dans le monde entier. Donc un certain nombre de principes de haut niveau. Si ces marchés se développent, alors évidemment, nous n'avons pas de pouvoir normatif, mais nous mettons sur la table, avec un énorme travail de consultation, un cadre que nous avons fait donc avec le WEF, c'est le World Economic Forum, BCA, c'est une alliance ad hoc pour le développement des crédits biodiversité. On n'a pas voulu réinventer la roue, on a voulu faire avec d'autres et refléter l'état des discussions tout en les dirigeant bien vers la direction où on voulait aller. Des lignes directrices pour les marchés, je vous en parlerai, et un point important auquel nous avons beaucoup travaillé. Il y avait un seul secrétariat franco-britannique, mais chacun avait un petit peu ses priorités. Donc nous avons beaucoup insisté pour qu'il y ait des projets pilotes. Nous ne voulions pas être un rapport de plus qu'on met sur une étagère. Donc il fallait qu'on arrive à Cali avec un groupe de gens qui disent « nous, on est prêts à tester ». Après, on verra à quoi on arrive. Donc des projets pilotes d'entreprises privées, d'ONG, avec des acteurs de terrain. Tout ceci formant donc une coalition de personnes un peu hétéroclites, je l'avoue, mais c'est aussi la beauté de l'exercice, prêts à aller de l'avant. Donc les principes de haut niveau, je passe vite, vous pourrez aller les voir éventuellement une fois que le framework sera publié. Mais 3 blocs, des exigences pour la nature, c'est-à-dire que tout ce qui est fait soit vérifié, conforme à une analyse solide permettant de dire que s'il n'y avait pas l'action qui est financée par le crédit, il y aurait détérioration ou il y aurait des risques sérieux. Deuxième bloc, pour les peuples et les personnes qui sont sur le terrain, parce que ça, c'est aussi un des messages, et je pense qu'en tant qu'élu, vous y serez sensible, c'est qu'on ne peut pas mener ces politiques sans inclure les gens qu'elles concernent au premier chef. Donc, une démarche qui doit inclure les personnes et aussi leur donner une partie des fruits du financement sur le terrain et des principes de bonne gouvernance des marchés. Il s'agit d'un marché. Alors, il s'agit de marché au pluriel. Et ça, c'est un point important parce que quand on a démarré l'année dernière, il y avait un peu cette idée qu'on allait créer un marché mondial. À ce stade, la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est qu'il faut privilégier des marchés avec une forte dimension locale. Pourquoi? Parce que la nature est complexe, parce que les écosystèmes sont eux-mêmes très diversifiés et que le but n'est pas d'autoriser des sortes de trafic où vous allez échanger du corail contre des ouistitis, etc. Je le dis en caricaturant un peu, mais c'est vraiment un des éléments importants. Et donc, c'est pourquoi notre travail peut paraître un peu ésotérique. Mais pour créer des marchés, vous avez besoin de créer de la confiance, vous avez besoin de créer un cadre. Et ensuite, on verra où il se développe. Et c'est pour ça,
monsieur le sénateur, que je ne peux pas vous donner de chiffres et je n'en donnerai pas, parce que le but, c'est de mettre les fondements correctement. Cela dit, j'attire votre attention, je prends un exemple toujours très parlant aux gens, les marchés de l'immobilier sont des marchés. On parle du marché immobilier, mais en fait, chaque fois, les biens qui sont vendus sont extrêmement différents les uns des autres. Donc ça n'empêchera pas, nous espérons, une montée en puissance, mais au départ, nous considérons que ça doit rester des marchés. Alors, quelles sont les 3 raisons? Je vais très vite, mais je répondrai à vos questions après. Quels sont les 3 use cases, comme on dit en anglais? Le premier, c'est des entreprises ou des philanthropies ou des gens qui voudraient faire de la conservation, conformément à ce qui se fait dans le cadre du CUNY de Montréal. Il y a un certain nombre d'acteurs importants, y compris américains d'ailleurs, ce qui est un des paradoxes. Ils ne sont pas membres de la CBD, mais ils ont énormément de moyens, qui financent de la conservation. Ça pourrait être une première source d'achat de ces crédits. Deuxième source, de la compensation, et c'est là que nous avons fixé des règles. Pas de compensation qui n'ait pas un caractère local. Donc la compensation, c'est quoi? C'est le fameux offset. C'est j'abîme ou je pollue parce que je fais une infrastructure, mais dans le même temps, je restaure. Les scientifiques sont toujours très prudents, ça n'est jamais parfait, donc c'est pour ça que nous l'encadrons beaucoup. D'un autre côté, par exemple, la Banque mondiale nous disait très clairement, et les pays du Sud, nous avons légitimement envie de nous développer. Et nous ne pouvons pas leur dire, vous n'avez pas à avoir des routes, vous n'avez pas à avoir des écoles, vous n'avez pas à avoir des aéroports, etc. Simplement, la fameuse séquence qu'en droit français, on appelle éviter, réduire, compenser, on a essayé de la promouvoir dans ce cadre. Et ensuite, il y a un cas d'usage qui est apparu et qui me paraît un des plus prometteurs, qui n'était pas tellement dans les radars au moment où on a commencé, c'est des entreprises qui veulent travailler à la résilience de leur chaîne de valeur. Je vous prends un exemple facile à comprendre. On a un projet pilote des cafés Illy en Italie. Les producteurs de café nous disent que d'ici 10 ans, il est probable que nous ne puissions plus nous procurer du café. Ça paraît fou, mais on en est là. C'est-à-dire que le coût de la production du café en raison du changement climatique, de la raréfaction des ressources en eau, etc., pourrait devenir en tout cas extrêmement élevé. Donc, la société Illy, ils ont investi massivement dans leur propre chaîne de valeur, chercher des plantes qui résistent mieux à la chaleur, transformer les modes d'irrigation, transformer les modes de production, etc., etc. C'est un exemple, je ne viens pas vendre du café pour M. Illy. Je prends cet exemple parce qu'il est plus parlant que d'autres. Il y a des choses qui sont plus éloignées de la compréhension générale. Donc voilà, les entreprises, on a un autre projet de Kering. Kering a monté un projet en Mongolie qui est sur la production de cachemire. Les chèvres qui produisent le cachemire, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que mangent les chèvres, elles bouffent absolument tout partout. Donc elles sont en train de détruire une partie des écosystèmes en Colombie. Donc l'idée, c'est de payer un peu plus les paysans pour que les troupeaux de chèvres soient soigneusement encadrés. On a un projet avec l'Occitane en Provence pour du beurre de karité au Burkina Faso. On en a un aussi en Provence pour la lavande. Voilà. Et puis donc, dernière question, ça a été mentionné dans la discussion, les approches hybrides, c'est-à-dire est-ce qu'il faut qu'on se rapproche des crédits carbone ou pas? Question extrêmement difficile. Le panel a travaillé en laissant de côté les crédits carbone pendant la quasi-totalité du travail. Pourquoi? Parce que certains d'entre eux ont mauvaise réputation, parce que certains marchés n'ont pas été correctement faits. Il n'y avait eu aucun travail préalable. Je ne dis pas que le nôtre suffira, mais enfin, il n'y en avait eu aucun pour les crédits carbone. Mais à la fin, on se rend bien compte que dans les marchés qui existent, vous avez déjà des gens qui vendent, par exemple, une forêt, enfin des crédits liés à une forêt, parce que la forêt est un puits de carbone, mais il se trouve qu'elle est aussi une réserve fantastique de biodiversité. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'il y en avait 3 plus 1. On souhaite que ce type de produit soit traité un peu différemment, mais ils sont importants. Donc, je vous ai dit les enseignements principaux, c'est d'avoir les gens à bord, c'est de ne pas penser qu'on va avoir des marchés mondiaux. J'ai dit l'essentiel de ces points, donc je passe rapidement. Et donc, la coalition d'acteurs, je conclus là-dessus, Monsieur le Président. Ce qui est assez important, on ne sait pas très bien ce qui va se passer après Cali. Nous, notre mission était à durée déterminée, si j'ose dire. Nous sommes contents de pouvoir dire qu'on a eu un framework. Nous sommes contents de dire que malgré la diversité de la composition, nous avons mené cette équipe à un consensus qui, encore une fois, vaut ce qu'il vaut, mais qui n'est pas au rabais. Et il faudrait garder, quel que soit le schéma ultérieur, la possibilité, et d'ailleurs on travaille avec la Banque mondiale, on travaille avec l'AFD, la KfW, avec la Commission européenne. Enfin, on va voir un petit peu comment tout ça aboutit. Il y aura des annonces faites à Cali par d'autres dont on veut tenir compte. C'est de garder cette diversité. C'est-à-dire vous avez besoin des grands acteurs financiers comme la BEI est à bord, la Banque mondiale, UNEP FI, etc. Mais vous avez aussi besoin d'entreprises privées qui y croient
et qui développe. Et je dois dire franchement qu'après avoir fait un tour d'Europe, les Français n'ont pas à rougir. Nos entreprises sont en pointe sur les sujets de nature biodive, probablement un peu avec les Néerlandais, un peu les Italiens, mais il manque des grands pays, si vous voyez ce que je veux dire. On a besoin des ONG et des gens qui sont sur le terrain. On a besoin des peuples autochtones et des communautés locales, donc aussi vos contacts sur le terrain dans un pays comme la France. Et on a absolument besoin des scientifiques et des pays. Jusqu'à présent, nous n'avions pas les gouvernements dans le panel, donc c'est pour ça qu'on se complète bien avec Madame Lemay. On va voir ce que les gouvernements veulent en faire. Il y a un rôle pour les gouvernements, évidemment, puisque ce sont eux qui ont la possibilité de superviser les marchés financiers. Et d'ailleurs, on a eu des discussions très intéressantes, y compris avec des agences américaines, parce que les Américains ne sont pas dans la CBD, mais ils ont une telle puissance financière qu'il était important de discuter avec la CFTC, la SEC, etc. Donc voilà, voilà le bébé que nous livrerons à Cali, et je réponds très volontiers à vos questions. Excusez-moi si j'ai galopé pour un sujet quelque peu ardu et complexe. Mais vous trouverez tout sur Diméter. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais donner la parole à Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président, Mesdames. Avec quelques collègues, nous avions suivi la COP de Montréal, la COP 15, qui avait abouti à un accord qui a été qualifié, comme tout à l'heure par le Président, comme ambitieux, malgré des divergences stratégiques et diplomatiques à l'époque. Donc, cette COP avait suscité de fortes attentes, mais aussi des craintes que ne se reproduisent les lacunes de la COP 10 sur les objectifs d'Aichi, dont aucun n'a été atteint. Donc, vous avez déjà abordé un certain nombre de points, mais je voulais revenir bien sûr sur les enjeux de cette COP 16 et comment on peut espérer une évolution positive dans la coordination des efforts des États en faveur de la préservation de la biodiversité et notamment des flux financiers nouveaux susceptibles d'être mobilisés. Alors vous l'avez dit, le fait que la COP 16 se déroule en Amérique latine est évidemment un signal positif et un message fort, puisqu'on sait que cet ensemble continental se caractérise par des écosystèmes de première importance, et on a déjà vu qu'un certain nombre d'hommes politiques de cette zone sont très fortement engagés sur les causes climatiques et environnementales. Donc le mouvement initié par les États qui ont fait le même exercice que la France pour se conformer aux nouvelles cibles mondiales avec la mise à jour de la stratégie nationale biodiversité 2030 est-il suffisamment marqué pour produire des effets significatifs de réduction des pressions qui s'exercent sur la biodiversité et les écosystèmes, avec seulement 14 États sur 193 qui ont versé leurs plans nationaux d'action à la Convention sur la diversité biologique. Il est permis de douter de la capacité et de la volonté des États à unifier leurs efforts. Quels sont les freins que vous identifiez qui expliquent la faiblesse de cette dynamique ? Plus largement, comment situez-vous la prise de conscience des États vis-à-vis de la biodiversité, au regard notamment du climat qui, lui, bénéficie d'un intérêt politique et médiatique beaucoup plus marqué ? Il est prévu que 8 chefs d'État et de gouvernement et 92 ministres assistent au segment de haut niveau de la COP 16. Est-ce selon vous un indicateur des ambitions et de la probabilité que se concrétisent des avancées notables à l'issue de cette prochaine COP? Je voulais également vous entendre sur le financement, qui est naturellement le nerf de la guerre contre l'érosion mondiale de la biodiversité, mais vous l'avez déjà abordé au travers du fonds des 200 milliards, et vous avez indiqué que les flux financiers nord-sud, selon vous, étaient satisfaisants, mais après, on pourra en débattre. Et enfin, j'avais, pour Madame Goulard, vous êtes coprésidente donc, de l'IAPB, vous nous avez présenté un certain nombre de vos travaux, mais je voulais vous interroger plus précisément sur vos réflexions et les principaux obstacles qu'il reste à lever, selon vous, pour établir et développer les marchés de crédit biodiversité, dont vous n'avez pas parlé. Merci. Merci. Je vais donner la parole à Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président. La COP
16, cela donc a été dit, se tiendra effectivement prochainement à Cali, en Colombie. La précédente édition avait abouti, et vous l'avez rappelé dans vos interventions, à la signature historique de l'accord de Kunming-Montréal prévoyant la protection de 30% des terres et de 30% des mers d'ici 2030. L'enjeu de cette COP 2016 sera de réaliser un premier suivi de cet engagement, mais également de discuter des financements et de la création d'un fonds dédié. J'espère que vous pourrez aboutir. Je vous invite à déposer un cierge donc à la cathédrale San Pedro de Cali, qui est magnifique, pour pouvoir effectivement aboutir. Je souhaiterais soulever la question de l'intégration de la biodiversité dans des secteurs clés tels que l'agriculture, la pêche et la foresterie. Ces secteurs sont déterminants pour notre économie et notre souveraineté, et nous n'avons pour l'instant pas réussi à élaborer de stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité à hauteur des engagements pris. Selon vous, comment mettre en place des mécanismes efficaces de gouvernance et de collaboration capables de tenir compte des enjeux spécifiques à ces secteurs ? Car le manque de moyens est criant dans notre pays. Je pense notamment aux agriculteurs qui s'engagent pour être résilients écologiquement, mais qui sont étranglés, comme vous le savez, par des normes et par des impératifs économiques. Ça, c'est ma première question. Je souhaite également rapidement vous interroger sur la mise en pratique concrète de nos engagements environnementaux ici chez nous en France. Ne faudrait-il pas renforcer la démocratie locale pour mieux intégrer les contributions d'acteurs locaux engagés et conscients des spécificités de leur territoire ? Je pense notamment à ce fameux objectif ZAN inscrit dans la loi Climat et Résilience, salué sur le principe, mais parfois cauchemardesque à appliquer pour nos élus. Comment mieux prendre en compte la voix de nos territoires dans ce type de conférence internationale des partis ? Merci. Je vais donner la parole à Nicole Bonnefoy, puis après, mesdames, je vous donnerai la parole pour répondre à les 3 collègues. Merci. Merci, bonjour mesdames. Moi je souhaite saluer le thème retenu par la COP 16 qui donc aura lieu prochainement en Colombie. Le thème c'est faire la paix avec la nature. Ça constitue un message crucial pour tous les États de la planète et en même temps ça reconnaît que les humains sont au cœur des transformations attendues en faveur de la biodiversité. Il est temps, je crois, et je crois que nous sommes ici plusieurs à le partager, d'arrêter d'opposer agriculture et biodiversité et d'assumer les profonds liens qui les lient. Je le défendais d'ailleurs il y a peu encore ici au sein de cette Assemblée en disant qu'il fallait maintenir des sols vivants, chargés en microbiodiversité, et c'était la condition sine qua non de la pérennité de notre agriculture et donc de notre souveraineté alimentaire. Un sol en bonne santé est un sol vivant et donc un sol fertile. J'aurais aimé vous entendre sur cette dimension de la préservation des sols qui est, de mon point de vue, je le pense, cruciale, qui nous intéresse beaucoup ici, dans la création des crédits biodiversité. Dans une récente interview, Madame Goulard, vous indiquiez que, concernant les pays du Nord, les actions porteront davantage sur la restauration d'écosystèmes abîmés par un usage intensif de l'agriculture, par l'industrie ou par l'artificialisation des sols. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer cette démarche prise pour mobiliser des financements. Je vous remercie. Oui, je vous donne la parole, mesdames. Merci, Monsieur le Président, et merci, Madame et Messieurs les sénateurs, pour vos questions. Sur la question du sénateur Chevrollier sur les financements nouveaux, et puis les freins et les faiblesses d'une dynamique de façon plus générale sur la biodiversité. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont tout de même 85 États qui ont non pas déposé un plan national pour la biodiversité, mais qui ont déposé des cibles nationales pour la biodiversité, qui sont donc leurs objectifs par rapport aux 23 objectifs de Kunming-Montréal. Ça n'est pas forcément aussi satisfaisant, évidemment, qu'avoir un plan complet, mais c'est tout de même une bonne nouvelle. Et on a 25 d'entre eux ont déposé une ANBISAPS, et je pense qu'on en aura beaucoup plus à l'issue de Cali. On arrivera certainement à une quarantaine. Donc le mouvement n'est pas absolument satisfaisant, mais il est tout de même certainement en route. En tout cas, on a plus de la moitié des États du monde qui sont partis sur cette route-là. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au fond, les grands États biodivers ont déposé leur stratégie nationale biodiversité, ou en tout cas vont le faire. La Colombie l'annoncera à la COP 16, l'Indonésie a déposé des cibles, la RDC en a déposé,
L'Inde a aussi déposé des cibles. Donc, je dirais, ceux qui détiennent la majorité de la biodiversité de la planète ont déposé ces cibles. Ce qui sera aussi intéressant, c'est qu'en Colombie, on aura un bilan de ces cibles, la façon dont elles ont été, quel type d'ambition reflètent-elles. Alors, je peux vous en dévoiler quelques petits bouts. Je ne l'ai pas lu en entier. Et on en a juste vraiment très rapidement fait part. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'au fond, d'une part, les États avaient effectivement, dans l'ensemble, abordé à peu près la plupart des cibles, mais étaient globalement plus confortables avec des cibles de type assez traditionnel, de type conservation, du type restauration de certaines terres, etc. Et beaucoup moins, et ça correspond à vos questions, sur des questions d'intégration de la biodiversité dans les activités économiques. En particulier la fameuse cible 15 qui oblige les entreprises à faire un reporting, à analyser leur empreinte sur leur chaîne de valeur, etc., apparemment n'est pas tellement mise en œuvre dans un certain nombre de pays, mais surtout tous les sujets, agriculture, pêche, etc., apparemment seraient, je vous prie d'accepter mes guillemets parce que ça n'est pas, encore une fois, la version définitive, un peu moins traités. Mais c'est assez logique. Hein. C'est le plus compliqué. Je pense que pour tous les pays du monde, effectivement, le gros enjeu désormais, c'est de ne pas opposer agriculture et biodiversité, pêche et biodiversité, etc. Mais une fois qu'on a posé ça, la vraie question, c'est comment. Comment est-ce qu'on aligne à la fois les incitations économiques, au fond, et les services rendus par la biodiversité. Comment on arrive à bien intégrer, et là c'est un domaine qui dépasse très très largement mes compétences, mais comment on arrive à bien intégrer, que ce soit dans la PAC, dans la façon dont on pose la réglementation globale sur l'usage des sols, etc., etc. Au fond, les vrais enjeux de biodiversité, les vrais services qui sont rendus par la biodiversité, et c'est tout à la fois ce qu'on appelle les paiements pour un service écosystémique. Peut-être que les crédits biodiversité peuvent aider, ou en tout cas les certificats, mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la réalité du rôle de la biodiversité y compris dans les chaînes alimentaires, n'est pas reflétée. Donc c'est un changement qui va, je pense, à la fois des mentalités, de la gouvernance et des incitations économiques. C'est l'ensemble de tout ça, et peut-être encore bien plus, mais auquel il faut s'attaquer. Voilà. Par rapport au climat et au fait qu'il y ait 8 chefs d'État, il n'y avait pas de chef d'État à Montréal, sauf erreur de ma part. Donc, je pense que l'idée d'avoir 8 chefs d'État, c'est 8 chefs d'État d'Amérique latine. Ça correspond à ce que je vous disais, c'est-à-dire que la Colombie veut en faire une COP de l'Amérique latine qui montre au monde entier la réalité de l'Amérique latine et en particulier de ses communautés locales. Écoutez, je vais peut-être m'arrêter là et passer la parole à Madame Goulard. Oui, alors merci pour ces questions qui sont toutes profondes et excellentes. Moi, je vais essayer de répondre sous l'angle de la mission que j'ai. Il y a des problèmes qui dépassent. Alors, pour revenir à ce que vous avez dit, M. Chorollier, je crois que j'ai essayé dans ma présentation de parler des marchés. Vous voulez insister sur les obstacles. Il est évident que si on ne fait pas, pas ce que nous recommandons seulement, mais c'est-à-dire de créer le cadre dans lequel ce type de produit pourrait être échangé avec une base à la fois scientifique et réelle, solide, une implication locale, on n'aura pas des flux qui iront vers des bons projets et qui transféreront justement de l'argent des pays développés. Donc l'obstacle numéro 1, c'est si nous ne convainquons pas, et j'espère que ce matin, je m'y emploie un petit peu. On a besoin que les législateurs dans les différents pays, que les superviseurs, quand on n'a pas non plus toujours besoin de règles, le patron de la CFTC, qui est l'agence qui contrôle aux États-Unis les marchés de commodities et de dérivés, nous disait de manière très juste, il disait, moi, je ne peux pas aller au Congrès demander des pouvoirs dans ce domaine-là, ils ne les donneront pas. Par contre, ma mission, c'est de veiller à ce que tout ce qui est mis sur les marchés financiers soit bien conforme aux exigences d'intégrité, que l'investisseur ne soit pas abusé, etc. Donc,
on peut jouer à la fois sur des réglementations et sur le travail des superviseurs financiers. Je vous dis, je considère comme très positif qu'au niveau européen, dans les feuilles de route là, des nouveaux commissaires, la Commission ait indiqué le développement des crédits biodiversité. Après, la vérité, et Sylvie Lemay vient de le dire de manière très éloquente, c'est qu'objectivement, on a tout un système économique qui reposait sur l'idée, on a appris ça quand on était à l'école, qui reposait sur l'idée que pour avoir une entreprise, une activité économique, il faut du capital et du travail. Et en fait, on a puisé dans la nature sans le compter. Voilà. Donc il y avait du capital et du travail, mais il n'y avait pas de capital naturel, il n'y avait pas de services écosystémiques, alors même que l'air qu'on respire, que l'eau qu'on boit, que la santé des travailleurs aussi qui vont dans une entreprise, on l'a vu avec le Covid, dont on ne sait pas quelle est l'origine, mais il est probable qu'il y a des chaînes de transmission de virus de plus en plus souvent d'animaux sauvages aux êtres humains à cause de la destruction des habitats. Donc, sincèrement, c'est pour ça que j'ai commencé par le fait que ce soit extrêmement urgent et important. Et on a à remettre tout le système économique droit. Après, pour être quand même positif, par exemple, quand j'ai tenu à aller sur le terrain, quand je suis allée visiter une des fermes de productrices de produits cosmétiques, lavande, verveine, menthe poivrée, etc., en Provence, c'est toute la chaîne de valeur qu'il faut. C'est-à-dire que l'agriculteur, oui, mais il ne faut pas le culpabiliser, il faut lui donner les moyens de produire autrement. Et ça dépend beaucoup aussi du fait que l'entreprise à laquelle il vend ses produits, en l'occurrence c'est l'Occitane en Provence, ça pourrait être d'autres, encore une fois, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour certaines entreprises, mais nous partons d'expériences réelles, assure à des agriculteurs qui sont rentrés dans des démarches régénératives, donc utilisant moins d'intrants, utilisant des plantations entre les plants de lavande, etc., un certain nombre de choses. Ce que les gens vous disent sur le terrain, de manière spontanée, moi encore une fois, je ne suis pas agronome, je dis simplement que, par exemple, quand vous dites ça augmente les coûts, ben ça aussi, ça les diminue. Parce que comme il n'y a pas d'épandage, il n'y a pas de passage des tracteurs. Il peut y avoir des cas dans lesquels certaines plantes ont des durées de vie. Un plant de lavande, ça dure à peu près 5 années. Ils ont constaté qu'avec ce genre de méthode, ils changent leur plan de lavande tous les 8 ou 10 ans. Voilà. Donc, on peut essayer de jouer sur une certaine baisse de certains coûts, compensée aussi par des revenus. Je ne parle pas d'un monde idéal de bisounours. Je dis simplement que, et j'ai bien conscience de toutes les contraintes qui pèsent sur nos entreprises. D'un autre côté, par exemple, les règles qui les obligent désormais à collecter des données sur leurs impacts et leurs dépendances, ce qu'on appelle la CSRD en Europe, mais qui a pu être fait au niveau mondial avec, par exemple, la task force sur la disclosure nature dont le président était membre de notre panel. On peut toujours voir ça comme des contraintes, et pour certaines petites entreprises, c'en est. Mais d'un autre côté, c'est un outil de pilotage stratégique incroyable pour les entreprises. Et ça leur donne la possibilité d'entrer dans ces démarches. De comment j'artificialise moins le sol de mon usine, comment je réduis mon impact terrestre, comment je travaille avec toutes les communes du bassin versant pour vérifier que non seulement je ne rejette pas des choses, etc. Donc, encore une fois, nous sommes obligés par l'état de la nature d'entrer dans des transformations et il est évident, enfin encore une fois, une des prises de position du panel, c'est que ça ne peut se faire qu'avec les acteurs de terrain, les peuples autochtones, comme les communautés de production, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient industrielles, etc. Et nous devons tous aller dans cette direction-là. Donc je pense que les États ont un rôle à jouer, les plans nationaux, mais très sincèrement, ce n'est pas parce qu'on aura produit des plans nationaux que les choses se passeront dans le réel. Donc c'est sur le terrain, dans vos circonscriptions, que ça va se jouer. Merci. Je vais redonner la parole à Mme Lemay, qui voudra apporter quelques précisions sur le financement. Oui, sur ces aspects du financement, parce que je pense que c'est, encore une fois, un discours qu'on entend très souvent ad nauseam, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez d'argent, et donc on ne sait pas très bien par rapport à quoi. Donc moi, j'ai essayé de vous donner une réponse par rapport aux engagements pris. Si les engagements ont été pris, c'est qu'ils n'étaient pas totalement, on peut espérer, déraisonnables. Et donc ces engagements pris, ils sont tenus. Après, il y a un point qui est essentiel, honnêtement, et qui est bien plus important que tous ces engagements pris et tenus, c'est vraiment ce qu'on a appelé l'alignement des flux financiers. Et c'est la conversation que nous sommes en train d'avoir qui est la plus importante. Ça ne sert pas à grand-chose de dire il faudrait 10 milliards de plus si de toute façon on a 50 milliards de subventions néfastes pour faire exactement l'inverse de ce que vont faire ces 10 milliards.
Donc honnêtement, dans le monde entier, ce sujet de ce qu'on a appelé l'alignement, c'est-à-dire au fond de s'assurer que ce qu'une main va faire d'un côté, l'autre main ne va pas la défaire, est beaucoup plus important. Et de ce point de vue-là, je voudrais vous signaler une excellente initiative de l'AFD, excellente agence que vous devez connaître très bien, qui a mis en réseau l'ensemble des banques de développement de la planète, donc les équivalents AFD, les banques multilatérales, mais aussi les banques nationales de développement, les équivalents de notre caisse des dépôts, qui en fait jouent des rôles très importants dans chacun des États pour le financement de tout un tas de projets comme les infrastructures, etc. Et ils les ont mis en réseau pour travailler ensemble à intégrer la biodiversité dans leurs opérations. Et ça, ce n'est pas des dizaines de milliards de dollars, mais c'est des milliers de milliards de dollars. Ce sont des chiffres que les investisseurs avec lesquels Sylvie travaille connaissent mieux que moi. Et donc là, on est sur des choses qui sont beaucoup plus intéressantes, je dirais, parce que si c'est tout cet argent-là qui se met à se déplacer sur des choses qui deviennent plus positives pour la nature, alors c'est vrai qu'on a gagné et que les questions de savoir s'il faut 20 ou 30 milliards ont beaucoup moins de sens, quoi. Le vrai sujet, c'est d'abord do no harm, comme on dit en bon français, arrêter de faire des choses qui seraient négatives et intégrer autant que faire se peut de la rémunération des services qui sont rendus par la biodiversité. Si on ne pose pas ce cadre-là, tout le reste est un petit peu des coups d'épée dans l'eau, si je puis dire. Merci. Je vais donner la parole à Simon Husona. Michael Weber. C'est, je pense, les deux qui voulaient prendre la parole, mais c'est... Merci, Président. Je voulais revenir donc sur le débat qu'on a ce matin. Vous disiez tout à l'heure que on n'est pas dans un monde de bisounours, mais j'ai un petit peu l'impression quand même, je m'excuse, mais vu le constat qui est partagé par les uns et les autres depuis maintenant suffisamment longtemps, sans que pour autant il y ait une réelle réaction face aux enjeux. L'idée de créer des crédits biodiversité, donc de créer un marché de la nature, ou d'intégrer la protection de la nature dans une économie de marché, m'interpelle réellement. Les nombreux services que la biodiversité nous rend sont bien souvent invisibles et silencieux, et accessible à tous gratuitement. C'est bien aussi le débat que l'on a régulièrement sur le libre accès à la nature, ce qui rend si difficile de penser à une économie de la biodiversité. Et la valeur réelle des divers biens et services que la nature nous fournit ne se reflète pas dans les prix du marché. Il existe une réelle distorsion de prix qui nous incite inéluctablement à sous-investir dans notre capital naturel. C'est à la fois une défaillance du marché, c'est aussi une défaillance institutionnelle, puisque aujourd'hui encore, le coût mondial total des subventions, et vous venez de le dire, néfaste pour la nature, se situe, selon les économistes, entre 4 et 6 000 milliards de dollars par an, ce qui donne des sommes qui sont tout à fait faramineuses. En bref, peut-on réellement lutter contre l'érosion de la biodiversité en s'inspirant de mécanismes financiers qui sont propres à notre modèle économique fondé sur la consommation de la ressource, qui de facto pollue, consomme et détruit les ressources naturelles, combien même on parle de services écosystémiques. Et j'ai le sentiment qu'au lieu d'essayer de transformer en profondeur le système économique lui-même, celui de l'économie de marché, hérité d'une époque où on ne se souciait guère de la préservation de la nature et qui, jusqu'à preuve du contraire, reste aveugle aux enjeux mondiaux climatiques et de protection de la diversité, on fait le contraire. On se sert de mécanismes financiers dans l'espoir d'agir positivement sur la protection de la nature. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de substituer l'urgence de la lutte contre l'effondrement de la biodiversité en une politique de façade ou je dirais de bonne conscience qui s'apparente davantage à une stratégie peut-être marketing qu'à une réponse aux véritables enjeux. Merci. Merci. Je vais donner la parole à Simon Husona. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, pour vos interventions. Moi, je souhaitais très rapidement revenir sur 3 points. Le premier, nous en sommes tous conscients, l'urgence climatique et l'urgence en matière de biodiversité sont évidemment intimement liés, même s'il a fallu quelques années pour que cette liaison se fasse à tous les niveaux. Et justement, je voulais vous interroger sur l'échelon international entre la CDB, donc la Convention pour la diversité biologique, et puis la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Aujourd'hui, en termes d'interaction, de programmation, où en est-on ? On sait par ailleurs qu'il y a des liens entre l'IPBES et le GIEC,
également, mais est-ce que on est capable, parce que c'est une demande qui nous remonte aussi du terrain, c'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir harmoniser les objectifs, avoir une ligne de conduite claire, qu'il s'agisse des entreprises ou des collectivités, à un moment donné, sur le degré de priorisation et sur à quel moment on fait quoi. Cette situation-là devient compliquée et on sait bien que le cadrage international est essentiel. Donc, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce point? Deuxième sujet, sur le niveau européen. Avant le début de la COP16. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur la coordination à l'échelle européenne? On sait très bien que sur ces questions de négociation internationale, il y a toujours de très belles intentions, mais que la réalité est souvent un petit peu plus décevante. Vous évoquez le discours de la présidente de la Commission en date du 13 septembre 2024. Je partage évidemment les interrogations de mon collègue Michael Weber, mais au-delà, je souhaitais revenir sur la stratégie européenne. On sait bien qu'en 2020, elle a été affirmée en la matière. C'était intégré dans le cadre notamment du Pacte vert, que tout cela semble quand même, en tout cas, soumis à question, pour ne pas dire sur la voie d'un affaiblissement qui inquiète beaucoup. Par ailleurs, au plan européen, il avait été annoncé la nécessité de déployer 20 milliards d'euros par an pour la production de la biodiversité. Est-ce que sur ce plan-là aussi, nous avons des éléments concrets? Puis, dernier sujet, sur la place des acteurs non étatiques dans les négociations internationales. C'est un sujet sur lequel j'ai pu travailler il y a quelques années, où j'ai eu notamment la possibilité de croiser notre collègue Ronan Dantec. On sait très bien, notamment dans notre pays, que l'association de ces acteurs non étatiques, je pense en particulier aux collectivités, on reste quand même très en retard par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Est-ce que là, particulièrement pour cette COP16, il y a eu une volonté d'associer, de travailler avec plus globalement ces acteurs non étatiques et en particulier les collectivités de notre pays et de notre continent? Je vous remercie. Je n'ai, semble-t-il, plus de demande de parole. Eh bien, je vais donner la parole à nos invités pour apporter réponse à nos deux collègues. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci encore, effectivement, pour vos questions. Alors, je pense que nous ne serons pas trop de deux, et je me retourne vers Sylvie, pour tenter de répondre à une question qui est évidemment la question, à savoir comment transforme-t-on un modèle économique qui aujourd'hui a des retombées ou a des impacts négatifs à la fois sur le climat et sur la biodiversité et aussi sur, je dirais, la santé à travers la pollution de façon générale, en un modèle qui permet de le concilier tout en conservant un peu l'essentiel sans doute de ce qu'il peut produire, à savoir de la richesse qui ensuite peut être partagée. Je pense qu'il y a beaucoup d'économistes qui s'attaquent à ce sujet-là. On a les réponses théoriques que vous avez effectivement, comme le disait Sylvie, lues en classe. L'intégration des externalités, comme on dit, mais sauf que ces externalités-là, encore faut-il les caractériser, savoir les évaluer, etc., et ensuite être capable de les intégrer dans les prix. Donc, moi, je n'ai pas de réponse à l'ensemble de vos questions qui, à mon avis, pourraient vous satisfaire. On a des pistes et des débuts. Lorsqu'on a des cibles qui disent qu'on va aller vers de l'agroforesterie, de l'agriculture plus durable qui intègre la biodiversité, c'est bien l'objectif. Effectivement, la façon dont c'est fait n'est pas aujourd'hui, on n'a pas une feuille de route qui explique au monde entier comment faire ça. Et je pense qu'il y a, il faut quand même être très honnête, aussi beaucoup de résistance. Ça fait partie des sujets sur lesquels je n'étais pas totalement satisfaite, pour être très franche avec vous. C'est la cible 10, si je m'en souviens bien, qui a été en fait la plus difficile à négocier, parce que vous avez un certain nombre de grands pays, y compris du sud global, comme on dit aujourd'hui, je n'aime pas trop cette expression parce que, à mon avis, il n'est pas global, mais qui n'avait absolument pas envie de remettre en cause un modèle de production intensive. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas juste, justement, l'Europe versus le reste du monde, c'est vraiment certains pays qui sont très producteurs de denrées alimentaires pour le monde entier, dont la croissance est basée sur cette production-là, qui n'ont pas non plus nécessairement envie de ça. Et qui voilà. Et vous avez dans ce débat international beaucoup de gens qui se réfugient derrière des règles de l'OMC
pour dire le commerce doit être totalement libre et donc on ne peut pas mettre des barrières à ce commerce, y compris au nom de l'environnement. Alors, je signale que l'OMC dirait, s'il était là, certainement pas. Il est tout à fait possible de justifier un certain nombre de barrières, ou de barrières de facto, hein, pour des raisons environnementales. Donc tout cela, évidemment, fait partie d'un grand jeu. Et je ne vous dis pas du tout que c'est simple, mais ce qui me semble important, c'est qu'effectivement, il y ait des États qui commencent à s'engager et des parties du monde qui s'engagent sur ce chemin-là. Je pense que l'Europe en fait partie. Et c'est tout à fait au-delà de ma compétence de vous dire qu'elle va continuer à faire ce qu'elle avait prévu de faire. Mais en tout cas, évidemment, personnellement, je ne peux que le souhaiter très fort. Je n'ai pas une réponse qui, je pense, vous satisfera dans le détail. Sur le lien entre climat et biodiversité, oui, évidemment, c'est une demande de pas mal de pays pour des tas de raisons. D'abord parce qu'effectivement, il y a des synergies évidentes. C'est-à-dire que pour lutter contre le climat, il faut mieux avoir une biodiversité saine et il faut mieux utiliser ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature que d'aller bétonner, par exemple, les rives d'un fleuve. Il faut mieux le laisser avoir une crue qui permet ensuite de revenir dans son lit. Mais d'abord, il n'y a pas du tout consensus sur ces points-là. Il y a tout un tas de pays qui considèrent que ça n'est pas une bonne idée et que, après tout, pourquoi ne pas utiliser des solutions plus technologiques. Et puis, il y a, je dirais, une difficulté à peut-être les mettre en place. Mais bon, ça ne me paraît pas être dirimant. Une deuxième raison pour laquelle c'est effectivement des choses qui doivent aller ensemble, c'est qu'il y a des écosystèmes qui sont à la fois producteurs de biodiversité et qui aident par rapport au changement climatique, et je veux parler des forêts. Donc là, on est vraiment sur des... Et donc, vous ne serez pas étonné de voir que tous les pays forestiers considèrent que les deux COP, ou en tout cas que les deux conventions, devraient se rapprocher. Bon, une fois qu'on a dit ça, il y a aussi beaucoup de raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas fusionner tout. Parce que sinon, je pense qu'on aura des COP qui dureront 1 mois et tous les 6 mois, quoi. Donc, on n'en sortira jamais. Donc, c'est pas mal d'avoir des enceintes différentes, mais il faut peut-être effectivement être sûr que lorsqu'on parle forêt, on intègre à la fois la biodiversité et le climat. Ou lorsque l'on parle de façon générale, je dirais, toutes les solutions dites fondées sur la nature. Voilà, je pense que c'est la seule façon d'y arriver. Madame Goulard. Alors, merci beaucoup. Monsieur le sénateur Weber, moi, je partage tout à fait votre inquiétude. Hein. Je l'ai dit auparavant, nous avons un système économique qui est fondé sur l'ignorance de la nature. Bon. Alors, vous avez dit, on va créer des marchés de la nature. Là, je tiens à dire clairement que ce n'est pas l'objectif. La nature, elle est déjà dans le marché, puisque nous puisons dans des ressources pour les vendre sans aucune retenue. Donc, ce n'est pas qu'on passerait d'un système où la nature ne serait pas dans les marchés pour la mettre dans le marché. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le travail que nous avons essayé de faire, c'est un travail au petit point pour dire comment peut-on mesurer la dégradation ou le gain. C'est là qu'on peut utiliser certains mécanismes de marché. Donc, encore une fois, je le répète clairement ici, nous ne sommes pas favorables à la marchandisation, je ne sais pas si c'est un beau mot, de la nature. L'idée, c'est plutôt de faire en sorte que les activités économiques qui détériorent la nature ou les efforts des entreprises qui, elles, s'engageraient dans une démarche plus positive, soit valorisé. Et je me rends compte que quand j'ai fait ma présentation, je n'ai peut-être pas assez insisté sur la mesure. Une grosse partie du travail qu'on a fait a consisté à se dire, mais finalement, est-ce qu'on est capable de le mesurer? Et là, je fais le lien avec le carbone. Pour le carbone, vous avez plein de gens qui vous disent, mais le climat, c'est facile, puisqu'il y a la tonne de carbone. Là, je vais vous dire, ça me fait quand même doucement rire, parce que si c'était si facile que ça, parce qu'on a une métrique unique, on aurait déjà réglé le problème du climat. Or, on ne l'a pas réglé. Donc, c'est vrai que sur le plan du carbone, l'un des avantages, c'est que vous avez une métrique qui est partagée et qui donc permet de créer des instruments ou des analyses internes beaucoup plus standardisées. Pour la nature, ce n'est pas possible. Mais il y a un avantage du côté de la nature. Et ça, sincèrement, beaucoup d'entreprises avec lesquelles on a eu des discussions approfondies nous l'ont dit, c'est que c'est beaucoup plus visible et local. Et vous le savez tous, les gens apprécient de faire quelque chose pour l'environnement qu'ils connaissent. Vous êtes en montagne, vous êtes en zone maritime, voilà. On peut
beaucoup plus difficilement mesuré, parce que je ne le cache pas, c'est plus complexe, mais d'un autre côté, on peut beaucoup plus facilement motiver les gens une fois qu'on s'est doté d'outils. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a dit, il n'y a pas une mesure unique pour mesurer les coraux, les mangroves, les zones arctiques, l'agriculture, etc. Mais par contre, ce que nous avons défini dans notre cadre de IAPB, c'est toutes les conditions pour que la mesure soit de qualité. Qu'il y ait un tiers de confiance, qu'il y ait une validation, qu'il y ait une méthodologie, qu'il y ait une transparence sur les datas, etc. etc. Est-ce que c'est parfait? La réponse est non. Et encore une fois, je ne viens pas vous vendre les crédits biodiversité comme la solution unique. Ça a été très bien dit, on a besoin d'un alignement, on a besoin de tout un tas de solutions. Mais je dirais que dans le monde tel qu'il est, et faute d'avoir un moyen d'arriver à un résultat immédiatement, c'est peut-être quand même une démarche à entreprendre résolument. Et encore une fois, nous sommes plutôt confiants parce que, je vous l'ai dit, ce souci des entreprises pour leur chaîne de valeur est réel. Et c'est du judo, c'est-à-dire qu'il faut utiliser la force du marché pour remettre le marché là où il faut. Parce qu'ils vont perdre leur capacité de production, parce que les produits vont se détériorer, parce que les prix vont augmenter. La plupart des entreprises y auront intérêt. Mais encore une fois, ça n'est jamais qu'un seul instrument. Un point sur l'Europe. Nous avons discuté avec la Commission européenne énormément, alors que bon, ce n'était pas le meilleur moment, puisqu'on est au moment d'une transition, et on n'a pas pu aller au Parlement européen. Mais nous avons aussi pris la précaution de discuter avec un certain nombre d'acteurs européens qui sont importants. Alors, il y a la Banque européenne d'investissement, qui, vous le savez, contribue à des financements, qui est à bord dans les pilotes. Et Ambroise Fayol a été remarquable de ce point de vue-là. Nous avons discuté avec EIOPA et ESMA, qui sont les autorités de supervision des assurances et des marchés, notamment, un petit peu moins équilibrés, parce que les banques sont un peu en deuxième ligne, mais sur la manière d'avoir ces agences européennes. Nous avons été reçus par Christine Lagarde à la Banque centrale européenne. Enfin, nous avons essayé de couvrir l'ensemble du spectre. Il n'y a pas que la régulation. Il y a les outils de financement et il y a ce que peuvent faire, les superviseurs. Et sur la place des acteurs non étatiques, c'est en effet extrêmement important. J'allais dire, notre panel était non étatique. Et nous avons franchement créé un lieu de dialogue. Après, ce n'est pas pour se donner en modèle, mais en tout cas, c'est faisable de faire discuter un représentant d'un peuple autochtone de l'Amazonie ou une représentante des peuples autochtones de Philippines avec des personnes qui travaillent dans des grandes entreprises financières ou qui sont des représentants du business. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des gouvernements, mais moi, mon boulot, il était sur cette frange-là. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer, encore une fois, sans être exagérément optimiste. Enfin, moi, je crois à la capacité de la société, dans toutes ses composantes, à faire avancer les choses et à porter des bons projets. Donc, encore une fois, on n'est pas du tout au bout du boulot, on en a beaucoup encore à faire, mais en tout cas, sur cet aspect des acteurs non étatiques, je crois que les choses ont énormément progressé ces dernières décennies et que c'est plutôt une bonne chose. Peut-être une nuance avec Sylvie Lemay, je crois fondamental que nous remettions climat et biodiversité, pas seulement dans les COP, mais dans la tête des gens, dans les entreprises. On ne peut pas se permettre, malheureusement, de dire le climat c'est compliqué, mes équipes sont déjà débordées, on s'occupera de la biodiversité après. En raison des synergies qui ont été mentionnées, mais aussi en raison de terribles arbitrages. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez aussi avoir des actions qui sont bonnes pour le climat et qui pourraient détruire massivement la nature et avoir un effet négatif. Donc pour des raisons positives comme pour des dangers, je crois que c'est très très important que les deux sujets soient toujours traités de manière évidemment conceptuellement séparée, mais politiquement réunis. Merci. Je vais donner la parole à Ronan Dantec. Oui, merci Monsieur le Président. Pour rebondir sur ce que vient de dire Sylvie Goulard, si je peux me permettre pour la clarté, parce que pour ceux qui ne vivent pas dans ce monde complexe des crédits, certificats et autres, vous avez dit tout à l'heure, de manière très claire dans votre présentation, qu'on ne faisait pas de l'offset, pour utiliser ce mot barbare, c'est-à-dire que si vous détruisez des coraux quelque part, vous n'allez pas acheter du chimpanzé à l'autre bout de la planète, qu'il n'y aura pas de cessibilité de crédit à ce niveau-là. Vous avez été très clair, mais je crois que c'est important de le préciser. Et malgré tout, vous utilisez toujours le terme crédit. Et donc ma question, pour finir en fait d'éclaircir le débat, est-ce qu'on est encore sur des crédits? Est-ce que c'est pas plutôt du certificat? Et la question étant, qui achète derrière? C'est-à-dire, est-ce que c'est de la philanthropie, puisque c'est pas vraiment un marché offset? Enfin, je pense que c'est important de vous réentendre là-dessus pour la clarté du débat pour les commissaires. Et par rapport à ce qu'on dit sur le climat, alors on a quand même des métriques sur le climat.
une centrale charbon, on sait comment ça émet. Et si on en a encore, c'est parce que les coûts économiques, les cadres économiques, c'est pas qu'une question de métrique si on n'y arrive pas. C'est d'abord parce que les flux financiers de la transition sont absolument colossaux. Mais est-ce que vous ne pensez pas que justement des crédits carbone remis en cause, notamment tous les systèmes de certification, on verra avec les scandales des précédentes années, finalement ces crédits carbone ne regagneraient pas en crédibilité par leur gain biodiversité, qui serait une manière de les certifier différemment, exactement ce que vous avez dit, en disant, y compris éviter des crédits carbone qui auraient un impact négatif par ailleurs. Donc 2 questions, plus pour finir d'éclaircir le débat, même si c'est un débat, tout le monde, je pense, l'a compris ici, d'une extrême complexité. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Mais deux excellentes questions. Alors, sur la question crédit-certificat, je vais essayer d'être clair, mais je vous dis simplement une chose. C'est que quand on a discuté avec des Brésiliens, on a eu des hispanophones, des lusophones, des anglophones, les mots n'ont pas la même signification. Donc, pensez bien qu'on est dans un cadre global. Vous avez fait la différence entre certificat et crédit. La définition à laquelle nous sommes arrivés, et que, encore une fois, je vais vous traduire en français de manière artisanale, c'est que les crédits, ce sont des certificats qu'on commercialise, d'accord ? Le certificat, c'est quoi ? Et il y a cette notion de certification, c'est que c'est une unité mesurable avec des éléments qui sont tangibles, qu'on peut prouver de manière soit scientifique au sens occidental du terme, soit par la connaissance locale, de résultats positifs pour la biodiversité. Donc en gros, si vous voulez, le certificat, c'est la mesure d'un gain. Okay ? C'est la mesure de, voilà, la forêt serait comme ça si on ne fait rien. Avec l'action qui fait partie du projet, on peut mesurer, alors après, ça peut être en termes d'habitat, en termes d'espèces, en termes de variété génétique. Je ne sais plus quel est celui d'entre vous qui a dit que la biodiversité était invisible, et c'est tout à fait exact. Il y a beaucoup de biodiversité qui consiste dans des bactéries dans le sol, etc. Mais Dieu merci, il y a beaucoup maintenant de technologies qui permettent de mesurer des tas de choses. Bon. Je simplifie un peu, c'est très variable sur les écosystèmes. On a inclus les écosystèmes marins qui, en plus, sont différents, évidemment, des écosystèmes terrestres. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un projet. Vous certifiez, et encore une fois, il n'y aura que l'épreuve de la réalité qui dira si on ne s'est pas trompé. Mais pour l'instant, on pense possible, après toutes ces consultations, de mesurer une action. Et c'est parfois assez fabuleux, quand même, le retour de la biodiversité dans des zones qu'on se met à protéger sérieusement. Donc, on mesurera ceci. Ensuite, vous avez plusieurs acquéreurs possibles. Vous avez des acquéreurs qui sont, je l'ai dit, le premier cas d'usage, ce sont des contributions volontaires. Vous avez une ONG, vous avez une fondation, vous avez une fondation d'entreprise, vous avez des États qui veulent simplement contribuer à la conservation. Dans ces cas-là, le crédit sera acheté une fois, mais c'est tout. Il ne sera pas échangé dans un marché. En revanche, vous pouvez avoir des cas d'usage dans lesquels, par exemple, une entreprise, je l'ai dit, pour sa chaîne de valeur, souhaite pouvoir le mesurer et peut-être, alors on n'en est pas encore là, mais soit l'inscrire à son bilan, soit l'utiliser comme outil de financement. On pourra imaginer qu'un jour, enfin on est dans la préhistoire de ces crédits-là, il faut vraiment comprendre. À un moment donné, il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait pas tout ça sur les marchés financiers, ça n'existait pas. Donc, peut-être qu'un jour, on pourra utiliser ça pour avoir un financement lié à une entreprise. Et troisième cas, c'est celui où il y aurait compensation, c'est-à-dire, encore une fois, avec énormément de garanties, en encourageant l'utilisation de toute cette hiérarchie, mais de dire, par exemple, qu'une banque de développement qui finance un projet d'infrastructure ne le finance que si, là où il y a eu la route qui traverse une zone humide, on a pu recréer dans une zone humide voisine, équivalente, locale, etc., un écosystème qui apporte une certaine forme de compensation, et dans ce cas-là, ce sera utilisé par la banque. Voilà. Donc c'est pour vous dire, votre question, elle est très pertinente, parce qu'effectivement, il y a des cas d'usage différents qui pourront aboutir à une fongibilité du titre totalement différente, mais l'essentiel, c'est que derrière, la certification, et même ce qu'on appelle en anglais les claims, c'est-à-dire le fait de pouvoir l'inscrire à son bilan ou au bilan de son action, soit contrôlé. Excusez-moi, Monsieur le Président, je suis un peu longue, mais c'est compliqué. Voilà, merci. J'espère avoir été claire. Bien, merci, Madame Lemay, merci à vous pour Madame Goulard, pour ces informations. Effectivement, c'est un sujet particulièrement complexe. Et il était important que nos collègues puissent vous interroger sur ces divers sujets, et vous remercie des réponses que vous avez pu nous apporter. Merci à vous.